Bonsoir. Suspect numéro 1 vous propose de revenir sur l'émouvant et spectaculaire combat d'un père pour venger la mémoire de sa fille. Juillet 1982, en Allemagne, la petite Kalinka, 14 ans, passe des vacances dans la propriété de sa mère et de son beau-père, le docteur Dieter Krombach. Mais alors qu'elle semble en pleine forme, l'adolescente meurt brutalement en pleine nuit, apparemment victime d'un coup de chaleur. Très vite, son père, André Bamberski, qui habite en France, comprend que la thèse du coup de chaleur ne tient pas. Il fait sa propre contre-enquête et il découvre avec horreur que Kalinka a été violée puis assassinée. Pour lui, aucun doute, le responsable, c'est Dieter Krombach, le beau-père de Kalinka. Pendant des années, André Bamberski va se battre pour faire établir la culpabilité de Dieter Krombach. Il va même jusqu'à organiser l'enlèvement de celui-ci. 28 ans après, suspect numéro 1 a suivi le procès Dieter Krombach. Voici La vengeance d'un père, une enquête signée Antoine Baldassari. 18 octobre 2009, un homme est retrouvé ligoté à Mulhouse. C'est un médecin allemand, Dieter Krombach. La justice française l'accuse d'avoir tué une adolescente de 15 ans, Kalinka. C'est André Bamberski, le père de Kalinka, qui a organisé le kidnapping. Le vieil homme ne supportait plus l'idée que l'assassin présumé de sa fille vive en liberté, près de 30 ans après le drame. Cet enlèvement, c'est l'issue d'un engrenage inéluctable. Le drame s'est déroulé en juillet 1982 en Allemagne. La justice française a condamné Dieter Krombach par contumace à 15 ans de prison pour le meurtre de Kalinka. Mais l'Allemagne a toujours refusé son extradition. Pourquoi ? Et quel rôle la diplomatie allemande a-t-elle joué dans cette affaire ? Qu'il y ait eu une volonté, si vous voulez, de classer l'affaire du côté judiciaire français, ça me paraît à peu près évident. De son côté, Dieter Krombach a toujours clamé son innocence. C'est ridicule de penser, M. Bamberski, que j'avais un amour avec elle. Pourtant, d'autres victimes ont témoigné contre le docteur allemand. Il m'a fait la piqûre et je me suis tout de suite endormie. Et quand je me suis réveillée, il était sur moi, tout nu. Qui se cache derrière le docteur Krombach ? Est-il vraiment un homme protégé ? Voici l'incroyable combat d'un homme durant 3 décennies pour venger la mort de sa fille. C'était une enfant splendide, c'était mon trésor. Pechbusc, petit village à 7 km de Toulouse. L'affaire Krombach, c'est d'abord l'histoire d'une promesse d'un père, André Bamberski, à sa fille défunte Kalinka. Chaque fois, je lui dis Kalinka, aie confiance. Ton père continue et ira jusqu'au bout. Cette promesse, André Bamberski l'a formulée pour la première fois il y a 29 ans, lorsque sa fille Kalinka a trouvé la mort dans des conditions très mystérieuses, un soir d'été 1982. Aujourd'hui, elle aurait 43 ans. Elle aurait certainement eu une vie de famille. Elle m'aurait certainement donné des petits-enfants. Mais bon, tout ça, on peut se poser d'énormes questions. Kalinka Bamberski est née le 7 août 1967. L'année du drame, elle allait fêter ses 15 ans. Ses parents sont divorcés. Avec son frère Nicolas, elle vit chez sa mère qui s'est remariée avec un Allemand, Dieter Krombach. Ce dernier a lui aussi 2 enfants. La famille recomposée vit dans cette maison, à Lindau, une petite ville située sur les bords du lac de Constance, en Allemagne. Dieter Krombach est médecin et travaille dans un cabinet en centre-ville. Kalinka est une jeune fille heureuse en excellente santé lorsque sa vie s'éteint un soir d'été. On est le samedi 10 juillet 1982, vers 10h15, 10h20. La sonnerie du téléphone donc retentit.
C'est la maman de Kalinka qui était au bout du fil à partir de Lindau en Allemagne et qui donc m'apprenait brutalement le décès de notre fille Kalinka. Pour moi, c'était comme la fin du monde. Kalinka aurait donc été victime d'un malaise dans la nuit. Et la maman m'a dit, peut-être que, bon, du fait qu'hier, vendredi, qu'il avait fait relativement chaud, peut-être qu'elle a attrapé une insolation. Kalinka se serait plainte le soir de ne pas être bien, que peut-être dans la nuit, elle serait morte de cette insolation. C'est à 9h30 que le docteur Krombach découvre le corps de Kalinka dans sa chambre, comme il le dira plus tard aux policiers. Choqué, André Bamberski se rend immédiatement à l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Direction l'Allemagne. Puis il loue une voiture pour rejoindre Lindau. Le soir même, il se rend chez son ex-épouse pour embrasser son fils Nicolas, très affecté par la disparition de sa sœur. Dieu merci, il dormait, donc je l'ai juste embrassé dans son lit. André Bamberski rentre ensuite à son hôtel, une sorte de pension de famille située à une centaine de mètres de la maison. Ce n'est que le lendemain qu'il se rend à la morgue de l'hôpital de Lindau. J'ai fait ouvrir l'endroit où Kalinka était enfermée. C'était une sorte de cercueil métallique. Je m'en souviens, j'ai embrassé Kalinka. Je me souviens d'avoir pensé, bon, c'est pas possible qu'elle soit morte, elle doit être vivante. Donc vous voyez, il y avait cette contradiction de la réalité. Le père de Kalinka retourne ensuite à la maison de son ex-femme. C'est alors qu'il croise Dieter Krombach. Les deux hommes ne s'apprécient guère. Avant de se marier, le docteur a été l'amant de sa femme. Et c'est donc dans une ambiance tendue qu'André Bamberski écoute les circonstances du décès de sa fille. Nous sommes en pleine vacances d'été. Kalinka et son jeune frère passent toute la journée à s'amuser près du lac de Constance, situé à une centaine de mètres de la maison. C'est l'été, et comme souvent dans cette région d'Allemagne, à la même période, la chaleur est écrasante. Est-ce à ce moment-là que Kalinka a été victime d'un début d'insolation? L'adolescente fatiguée se plaint le soir de maux de tête. Le lendemain, c'est Dieter Krombach qui constate le premier la mort de sa belle-fille. Vers 10h, le médecin allemand aurait alors tout tenté pour la réanimer en lui faisant à plusieurs reprises des injections. Lorsqu'il entend ce récit, André Bamberski est effondré. J'ai été immédiatement complètement abattu. Je peux dire que bon, j'ai perdu la tête. Écrasés par le chagrin, les parents de Kalinka doivent maintenant préparer les obsèques de leur fille. Avant de repartir à Toulouse, André Bamberski évoque les modalités de rapatriement du corps. Il est prévu en théorie que la dépouille de Kalinka doit être enterrée dans le cimetière près de Toulouse, ici, à Pechbusc. L'enfant sera donc rapatrié dès le lendemain par avion. André Bamberski, fervent catholique, a préparé la cérémonie. Pourtant, rien ne se passe comme prévu, car le corps de Kalinka ne revient pas en France le lundi suivant. André Bamberski est alors très surpris par le coup de fil de son ex-femme. C'est là qu'elle m'a appris que pour avoir l'autorisation de transporter le corps de Kalinka, les autorités administratives allemandes exigeaient qu'il y ait une autopsie. Selon son ex-femme, il s'agit donc d'une procédure systématique avant d'autoriser un corps à passer la frontière. Le père de Kalinka ne le sait pas encore, mais cette autopsie va être le détonateur de toute l'affaire.
L'autopsie de Kalinka est pratiquée à l'Institut médico-légal de Munich, en Allemagne. André Bamberski récupère enfin la dépouille de sa fille pour l'inhumer à Pechbüsk. Mais il y a un souci. Après la cérémonie, son ex-femme devait lui remettre le rapport du médecin légiste allemand censé lui expliquer la mort de sa fille. Or, ce jour-là, elle a oublié. Bon, là, j'ai attendu quelques jours, ne recevant rien, j'ai rappelé. Et là, c'était pareil, moi, je te l'envoie. Donc, j'ai commencé à me poser des questions, disons une quinzaine de jours après la mort de Kalinka, en ne comprenant pas pourquoi je ne recevais pas ce rapport d'autopsie. Finalement, ce n'est que 3 mois plus tard qu'André Bamberski reçoit enfin le fameux rapport. 16 pages, capital. André Bamberski est furieux. Il a la curieuse sensation que son ex-épouse et son mari, le docteur Krombach, lui cachent quelque chose. Je téléphone à la maman, elle me dit « mais de quoi tu parles, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que tu vas chercher ?» Je dis « écoute, moi je ne vais rien chercher, Kalinka est décédée chez toi, c'est toi qui en es responsable. » Elle me dit « non, Kalinka est décédée parce que c'était son heure de mourir. On ne voit pas ce que tu vas chercher, tu veux salir sa mémoire, tu veux te venger de Dieter parce que il t'a volé sa femme, etc. » Le père de Kalinka s'interroge. Pourquoi lui a-t-on expédié avec retard le rapport d'autopsie? Cherche-t-on à lui dissimuler quelque chose? Pour en avoir le cœur net, il décide alors de faire traduire puis décrypter le rapport allemand par 2 médecins légistes français. Yves Guerriero est l'un d'entre eux. M. Bamberski ne comprenait pas comment une enfant apparemment en bonne santé pouvait être morte brutalement, subitement, alors qu'elle allait très bien. Yves Guerriero est expert auprès des tribunaux. C'est un spécialiste chevronné de la médecine légale. Son analyse du rapport d'autopsie de Kalinka est accablante. On parle de décomposition avancée du corps. Comment une autopsie faite quelques jours après le décès, le corps peut être décomposé ou en voie de décomposition, alors que l'on sait qu'il faut quand même un certain temps. Le père de Kalinka est anéanti par ce qu'il apprend. Et malheureusement, ce n'est pas fini, car le corps de la victime révèle des traces d'injection pour le moins suspectes. Après enquête, il s'avère que c'est Krombach lui-même qui aurait fait des piqûres à Kalinka à la demande de l'adolescente la veille de sa mort pour la faire bronzer. Abracadabrantesque pour le spécialiste. Qu'est-ce que c'était que ces piqûres de fer pour faire bronzer? Alors là, c'est quelque chose qui n'existe pas dans la pharmacopée. Il est tout à fait curieux que ce médecin ait proposé de faire des piqûres de fer, à base de fer, pour faire bronzer. Et ce n'est pas tout, le pire est à venir. Le spécialiste fait une autre découverte sordide au cours de sa lecture. Comme le prouve ce document, la fille d'André Bamberski aurait eu une relation sexuelle avant son décès. Il est noté qu'au niveau de l'entrejambe, d'un slip blanc, on note une mince couche rougeâtre ressemblant à du sang frais. Ce qui reviendrait à dire que ce rapport, ou la phrase telle qu'elle a été dite, si elle a été bien traduite, montrerait que la lésion du vagin était bien antémortem. Et si la lésion du vagin est antémortem, c'est qu'il y a eu quelque chose. Il y a eu une effraction violente.